Comme tous les vendredis, il me fait plaisir d'accueillir les collègues du Café politique. À Fredericton, mon collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, bon hiver. Merci beaucoup. À Caraquette, François Gravel, éditorialiste responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Comment allez-vous ce matin, François? Oui, je vais bien aujourd'hui, Martine. C'est le moment de ma blague annuelle. Il fait pas beau, il y a beaucoup de neige. Mais que fait le gouvernement? Ça n'a pas de bon sens. Oh là 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 là. Oui, c'est bien envoyé, c'est bien envoyé. Je le disais en ouverture d'heure, messieurs, je pense que vous serez d'accord. Je ne sais pas si la première ministre nouvellement élue s'attendait à avoir à gérer autant de dossiers bilatéraux entre Ottawa et Fredericton. On va commencer dans ce café avec tout ce que comporte la menace Trump, on va la désigner ainsi, pour le Nouveau-Brunswick. Je vais commencer avec vous, Jacques Poitras. Ben, c'est vraiment une menace existentielle pour le Nouveau-Brunswick, dans le sens que certains disent que nous sommes la province qui dépend le plus au Canada sur des exports aux États-Unis. 92 de nos exports vont aux États-Unis. 80 des produits de Irving Oil vont à la Nouvelle-Angleterre. 75 des homards transformés dans la province vont au marché américain. Alors, cette menace-là a fait sauter beaucoup de monde cette semaine. Maintenant, j'écoute beaucoup de nouvelles et analyses américaines. Tout le monde là-bas, les journalistes très expérimentés, disent que ça, c'est une tactique, c'est une négociation, le début d'une négociation. Et c'est difficile à croire que Trump ferait cela vraiment. Alors, c'est pas vraiment pris au sérieux à Washington. Mais quand même, on parle de réactiver Équipe Canada. On a vu ça, un succès, franchement, pour Justin Trudeau et les premiers ministres provinciaux. La dernière fois que Trump était président, cette équipe qui faisait beaucoup d'entrevues et de discours aux États-Unis pour rappeler les Américains de les liens commerciaux et comment les deux économies sont tellement intégrées. Mais la différence cette fois, c'est qu'on a un premier ministre fédéral très affaibli, pas populaire. Tout le monde attend qu'il sera plus au pouvoir dans 1 an. Et on peut voir déjà des premiers ministres provinciaux qui prennent des positions individuelles sur le Mexique, sur l'huile brute. Est-ce que c'est possible de rétablir ce consensus-là qui existait en 2017? Est-ce que les élections fédérales serait la meilleure option maintenant pour donner n'importe quel premier ministre fédéral un mandat clair pour prendre position dans cette affaire-là? C'est une très bonne question. Oui, un angle politique vraiment intéressant, puis un contexte, François Gravel. On parle d'Équipe Canada. À l'époque aussi, on cherchait à renégocier l'entente commerciale entre les 3 pays, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Là, la menace de 25 ça a beau ne pas être pris au sérieux par certains à Washington, mais l'imprévisibilité de Trump laisse place à tous les scénarios, François. Oui, est-ce que c'est pris au sérieux à Washington? Je ne sais pas, mais c'est pris très au sérieux, certainement, à Ottawa et à Fredericton. Susan Hall n'envisageait certainement pas que ces problèmes, en début de mandat, lui proviennent d'Ottawa, comme vous l'avez mentionné, mais aussi de Washington. Et pourtant, c'est là qu'on est. Si une fois redevenu président, M. Trump met en application sa menace d'imposer des tarifs de 25 sur toutes les importations aux États-Unis en provenance du Canada, ça sera effectivement un choc majeur pour l'économie du Nouveau-Brunswick. Jacques l'a bien expliqué. Ça pourrait pas sans doute, je ne suis pas économiste, mais nous plonger en récession. La très, très grande majorité de nos exportations prennent la direction des États-Unis. Il y a énormément d'emplois dans notre province qui dépendent directement de l'accès au marché américain. Évidemment, il n'y a pas juste ici que l'impact va se faire sentir. Ça va se faire dans les autres provinces aussi. C'est pourquoi on a vu Justin Trudeau réunir les premiers ministres provinciaux pour discuter de tout ça, planifier la suite des choses. Moi, j'aime son approche de M. Trudeau d'avoir réuni tout le monde. J'aime l'approche de Mme Holt aussi, qui, contrairement à la plupart des autres premiers ministres dans les premiers jours, n'a pas senti le besoin d'attaquer M. Trudeau pour marquer des points. On a vu des premiers ministres qui ont donné raison à Donald Trump en disant c'est la faute à Justin Trudeau
si nos dépenses militaires ne sont pas suffisamment élevées, si la frontière est une passoire. Tout le monde a fini par se calmer dans les derniers jours. Le fédéral aurait, semble-t-il, en coulisses, là, approché les différents premiers ministres en disant calmez-vous un peu, c'est pas le temps de marquer dans notre propre filet. On comprend que vous n'aimez pas Justin Trudeau, mais là, vous nuisez à la position de négociation du Canada. Alors que Susan Holt n'a rien fait de tout ça. Là. En sortant de la réunion, elle est sortie en disant que le moment était venu de parler d'une même voix unie. Elle a mentionné qu'elle est ouverte à renforcer la frontière, mais sans dire que c'est une passoire ou rien du genre. C'est pas le temps de paniquer. Susan Holt l'a compris, je crois, contrairement à peut-être d'autres premiers ministres. Bien, elle est une des rares libérales quand même. Quand on regarde. Ah oui, ça joue ça aussi, bien sûr. Ça peut jouer. OK, on va rester justement sur le terrain de jeu Fredericton-Ottawa pour le prochain sujet. C'est officiel, messieurs. Congé de taxes sur plusieurs produits. Ça commence à la mi-décembre. Hier, c'est passé aux communes grâce, bien sûr, à l'appui des néo-démocrates. Je vais commencer avec vous, François Gravel. La première ministre m'a dit en entrevue cette semaine qu'elle négociait toujours pour trouver une manière d'être compensée, d'obtenir compensation sur la perte de revenus pour la province que l'harmonisation de la taxe, là, forcément, ça va provoquer pour sa province. Alors, vous commencez là-dessus, François Gravel. Oui, elle fait bien de négocier. J'ai rédigé moi-même un éditorial sur le sujet dans lequel j'ai exprimé comme position dans l'Acadie Nouvelle que ça ne fait aucun sens que le gouvernement fédéral décrète non seulement une suspension de sa taxe fédérale à lui, mais la TPS, mais qu'en plus, il suspende la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée qui est en vigueur au Nouveau-Brunswick et ailleurs en Atlantique. Là. Ottawa donne un cadeau aux consommateurs avec l'argent fédéral, mais aussi avec l'argent destiné à la province, sans avoir demandé la permission au gouvernement de Susan Holt. C'est stupéfiant. Mme Holt, donc, exige une compensation financière. Elle a raison. Cela dit, ça ne regarde pas si bien que ça, sa position de négociation. Le Nouveau-Brunswick est de plus en plus isolé. En Ontario, une autre province où c'est harmonisé, comme notre TVH ici, le premier ministre Doug Ford est rentré dans le rang. Il ne demandera pas de compensation. Il croit que les Ontariens ont besoin de ce congé de taxes. Terre-Neuve, dès le départ, avait applaudi la mesure. En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston, il vient de remporter ses élections en faisant campagne, en promettant de réduire de 2 points de pourcentage la TVH pour lutter contre la hausse du taux du coût de la vie. Donc, après avoir fait campagne là-dessus, ça va être difficile pour lui de dénoncer le cadeau d'Ottawa. Alors, il reste le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard qui n'ont pas le gros bout du bâton quand ils négocient avec Ottawa, surtout pas seul comme ça. Cela dit, le ministre fédéral Dominique Leblanc, lui, a ouvert la porte pour un accommodement. Par exemple, ça pourrait prendre la forme peut-être d'investissements fédéraux pour d'autres priorités néo-brunswickoises, pas nécessairement directement en compensation, mais bon, on va voir si ça va déboucher sur quelque chose. Mais tout ça met le Nouveau-Brunswick dans une situation difficile avec Mme Holt qui doit déjà gérer un déficit budgétaire qui grandit à vue d'œil avec toutes ces mauvaises nouvelles. D'autant, Jacques Poitras, qu'elle a déjà fait ses choix pour aider les Néo-Brunswickois à naviguer dans justement ce coût de la vie, cette inflation, et se plaçait déjà dans un contexte où on allait engranger des dépenses supplémentaires. Bien, absolument. Et tous les gouvernements parlent autour des mêmes idées. TVH, TPS, mais avec des différentes mesures dans chaque gouvernement. Cette annonce-là va nous coûter 62 millions de dollars cette année. C'est un aspect négatif du TVH, c'est que le fédéral ramasse tout et remet aux provinces qui sont membres. Et il y a une option pour Susan Holt que je n'ai pas vu mentionner. Elle a décidé d'avancer cette élimination du TVP sur les factures d'énergie Nouveau-Brunswick à cette année fiscale avec des rabais. Oui. Elle pourrait retourner à son engagement électoral, le faire avec un vrai élimination du taxe le 1er avril, pousse-le à la prochaine année fiscale parce que les consommateurs vont économiser avec cette mesure fédérale. Puis là, blâmer Justin Trudeau pour le retard de sa promesse électorale et retarder l'impact sur le budget jusqu'à l'année prochaine de sa promesse électorale. C'est une option, ça serait très politique et courageuse dans un certain sens, mais c'est une façon de au moins diminuer l'impact de cette mesure fédérale sur notre budget. Peut-être que les stratèges politiques vous écoutent. Jacques, on va voir pour la suite. On va passer à notre troisième sujet pour aujourd'hui.
Oui, la première ministre donne le feu vert à la prison à Minto. Ça a fait l'objet, Jacques Poitras, d'un véritable feuilleton politique, cette affaire-là. Construction d'abord annoncée dans la région de Fredericton, beaucoup d'opposition de la municipalité, on abandonne le projet. Êtes-vous surpris de ce dénouement, Jacques? Pas surpris, mais c'est quand même très intéressant parce que les libéraux questionnaient ce projet Oui. dans le printemps. Ils disaient que est-ce que c'était nécessaire de dépenser 66 millions de dollars sur un prison qui a vraiment le coût a doublé depuis l'annonce. Est-ce que ça serait mieux de dépenser cet argent-là sur des programmes pour aider du monde à éviter les cours puis les prisons avant même d'être accusé de quelque chose? Finalement, le ministre Robert Gauvin a dit hier, il était convaincu parce que toutes les prisons provinciaux dans la province sont pleines et il n'y a pas de capacité pour d'autres mondes. Alors, ça montre un peu une ouverture à écouter des données, la preuve du part des libéraux, mais c'est aussi, je veux dire, une victoire pour Chris Austin, qui était le ministre de Sûreté publique, sa circonscription. Et la semaine passée, quand Susan Holt parlait d'annuler le projet, il a resté calme, il n'était pas fâché, il ne prenait pas un ton populiste, il disait « Je vais attendre pour voir si le gouvernement écoute les preuves que j'ai vues ». Et hier, il a dit qu'il était content qu'ils ont réalisé que les données avaient raison, comme il avait réalisé comme ministre. Alors, il a gagné sa cause et il peut montrer qu'il avait raison. Et alors, une petite victoire pour Chris Austin aussi. Votre avis là-dessus, François? Je voyais ça, le dossier de la prison de Minto, comme un test pour le gouvernement Holt, parce que, bon, il y a quelques jours, quand le ministre Robert Gauvin a indiqué qu'il évaluait le besoin pour une nouvelle prison à Minto, c'était justifié de vérifier tout ça. On se rappelle que, bon, le ministre qui a pris la décision, c'est Chris Austin. M. Austin qui a déjà déclaré qu'il rejetait les statistiques sur le taux de criminalité au Nouveau-Brunswick en disant que la situation est pire en raison d'anecdotes qu'on lui avait racontées. Le gouvernement Higgs, bon, d'abord, voulait construire, vous l'avez dit, Martine, à Fredericton, cette prison-là. Il y a eu de l'opposition et Chris Austin a alors décidé que la prison serait construite dans sa circonscription. Alors oui, ça soulevait des questions. Et c'est normal que le nouveau gouvernement, en arrivant, a voulu vérifier est-ce que le projet est justifié et est-ce que Minto est réellement le meilleur endroit. L'incertitude n'a duré que quelques jours. Le projet va aller de l'avant où c'était prévu, mais il y a aussi la manière que cette décision a été prise et surtout communiquée. M. Gauvin et Mme Holt ont annoncé de vive voix la nouvelle au député Chris Austin. Il y a eu un appel téléphonique, ainsi qu'au maire de Minto aussi, parce que le projet est populaire à Minto, une grande acceptabilité sociale. Et le maire avait fait une première déclaration en disant qu'il était furieux, finalement, que le projet était peut-être menacé. Finalement, il était soulagé que ce soit le cas. Et la première ministre, Susan Holt, elle-même, de son côté, fait une déclaration dans les médias sociaux où elle s'est excusée d'avoir suscité des craintes et des tracas dans la communauté. Mme Holt a fait campagne en disant qu'elle ferait de la politique d'une autre façon, avec moins de partisanerie. Ce dossier-là était un test, comme que je dis. On aurait pu voir cette prison-là déménager de place pour des raisons qui auraient pu fâcher beaucoup de gens ici. Mais finalement, donc, ce dossier-là a fait voler en éclats la nouvelle image du gouvernement, mais M. Gauvin et Mme Holt ont évité le piège. Ah, merci, François. On passe à vos cafés. Cette semaine, quel acteur de l'actualité ou enjeu est passé peut-être en dessous du radar ou s'est pas retrouvé dans nos cafés ou plutôt dans nos segments principaux? Je vous donne la parole d'abord, Jacques Poitras, dans la capitale provinciale. Vers qui vont vos cafés cette semaine et de quel type s'agit-il? Un café noir très stimulant pour le ministre John Herron qui se prononce en faveur de l'élimination de la réglementation des prix d'essence et qui nous donne au moins une estimée de l'impact sur le consommateur parce que si on élimine ces règlements-là, ce coût de carbone fédéral peut être rajouté à le prix d'essence. Et M. Herron a dit cette semaine, selon lui, selon ses propres croyances, ce montant serait plus proche à zéro que le 4,6 sous par litre qui existe maintenant. C'est un clip à garder pour l'avenir. Et un café sucré pour le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui a gagné une victoire écrasante cette semaine, un peu dans le même contexte qu'on voyait au Nouveau-Brunswick.
Vague de changements partout dans le monde, coupure de TVH, un marque libéral au niveau national en beaucoup de difficultés. Pourquoi est-ce que Tim Houston a réussi ou Blaine Higgs n'a pas? Peut-être c'est parce qu'il était moins distrait par des enjeux sociaux. Peut-être c'est plus comme un politicien normal que Blaine Higgs. Il gagne une deuxième majorité de suite, ce qu'on n'a pas vu au Nouveau-Brunswick depuis Bernard Lord. C'est vrai. Vos cafés, François Gravel à Caraquette. Café chaud, sucré, très bon au goût à tous les députés et ministres à l'Assemblée législative, Martine, qui, ma foi, ont fait de grands efforts cette semaine pour échanger et débattre avec civilité. On était très loin de l'ambiance de confrontation toxique et des insultes qui sont échangées au Parlement canadien. J'ai plusieurs exemples. Je vais faire déborder un petit peu notre café politique au-delà de la demi-heure. Oui. Oui. Alors, on a appris, par exemple, que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a refusé une offre du syndicat de Post Canada de continuer à livrer les chèques d'aide sociale malgré la grève. La ministre du Développement social, Cindy Myers, a fini par avouer qu'elle ne savait pas pourquoi l'offre a été refusée. La députée conservatrice, Margaret Johnson, qui posait les questions, a ensuite déclaré à la presse que Mme Myers est une femme attentionnée, avec beaucoup de compassion, qu'elle a travaillé avec les personnes vulnérables toute sa vie, avant d'ajouter qu'elle croit sincèrement qu'elle va revenir avec des solutions, que ça doit être une erreur. Megan Mitton du Parti vert a ensuite déclaré qu'il se peut que la ministre Myers n'est pas directement responsable, que ce n'est probablement pas de sa faute. Bref, elle hésitait à la juger durement. Je trouvais ça intéressant comme échange. Toujours pendant la période des questions, on a vu le ministre de la Sécurité publique, Robert Gauvin, qui s'est fait interroger par le député conservateur Richard Ames concernant l'indice de gravité des crimes du Nouveau-Brunswick, qui serait parmi les plus élevés au Canada. Et on sentait que le ministre Gauvin ne voulait pas répondre « Oui, mais c'est la faute au précédent gouvernement conservateur qui était là pendant que l'indice augmentait. » Mais en même temps, cet indice-là a augmenté au cours des dernières années. Et après quelques questions, M. Gauvin finit par dire quelque chose comme « Je travaille très fort pour ne pas blâmer le gouvernement précédent ici. » Mais ensuite, il expliquait tout simplement ce qu'il avait l'intention de faire. Au début de cette période de questions-là, on a vu le chef de l'opposition, Glenn Savoie, qui a demandé à Susan Holt quelques questions très simples. Est-ce qu'elle convoque une réunion d'urgence avec les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre pour discuter des tarifs de M. Trump? Est-ce qu'elle a contacté la gouverneure de l'État du Maine? Et Mme Holt a répondu clairement aux questions. Là, oui, une lettre est envoyée. Oui, mon équipe discute avec l'équipe de la gouverneure du Maine. Des questions précises, des réponses claires, pas de jugement, pas d'attaque partisane. Ça faisait plaisir à entendre. Et aussi, il y a eu la ministre Alison Townsend qui, elle, n'a pas pu répondre mercredi à une question en français de la députée du Parti vert, Megan Mitton, parce qu'elle n'avait pas mis ses écouteurs pour la traduction simultanée. On a su ensuite qu'il y avait un problème avec son casque d'écoute. Le lendemain, elle a pu comprendre les questions en français. Ça s'est réglé rapidement. Elle s'est excusée d'être unilingue anglophone, ce qu'elle n'était pas obligée de faire. C'était un problème technique et non pas de langue dans son cas. Donc, vraiment une belle ambiance à la législature, Martine. Ça ne durera pas toujours. La dynamique de confrontation va finir par reprendre ses droits. C'est normal. Le rôle d'opposition, c'est d'exiger des comptes. Ça ne sera pas toujours poliment ni dans la bonne humeur, mais pour l'instant, ça se passe vraiment bien à la législature. Intéressant tout ça, François Gravel, merci. Merci pour tous ces exemples. On va continuer de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle et de suivre, Jacques Poitras, vos reportages à CBC. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. À vendredi prochain. Tempête. Oui, merci.